Donne la parole. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission La Voix de Calliope. Quel est le pouvoir des émotions? Dans les années 90, un chercheur japonais, Masaru Emoto, a mené une expérience aussi fascinante que controversée. Il a pris de simples échantillons d'eau, les a exposés à différents mots, à différentes émotions, amour, gratitude, mais aussi colère, haine, puis il les a congelés et observé les cristaux qui étaient formés au microscope. Selon lui, l'eau exposée à des mots et des émotions positives formait des structures harmonieuses, presque géométriques, tandis que l'eau exposée à des paroles et émotions négatives produisait des formes désordonnées, brisées. Ces travaux ont fait le tour du monde. Ils ont inspiré des livres, des documentaires, mais aussi beaucoup de débats, car la communauté scientifique conteste la validité de ces expériences. D'autres, avec des protocoles stricts, devront être menés pour infirmer ou confirmer la thèse du chercheur Emoto. Mais que l'eau réagisse ou non à nos émotions, une chose est certaine. Nos émotions façonnent profondément notre vie. Oui, ce que la science montre avec certitude, c'est l'impact profond qu'ont nos émotions sur notre corps et sur notre cerveau. Et ce que dit la psychologie contemporaine, toutes les émotions ont une fonction. Oui, toutes les émotions ont une fonction essentielle. Ce sont des indicateurs. Oui, mais si les émotions sont des indicateurs, encore faut-il savoir les décrypter et les apprivoiser. Et justement, certaines approches thérapeutiques travaillent aujourd'hui directement avec cette intelligence émotionnelle. On parle souvent des émotions positives d'un côté et des émotions négatives de l'autre. Donc, certaines doivent-elles être évitées, d'autres, au contraire, doivent-elles être corrigées ou au contraire sublimées. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec mon invitée Jessica Mouchet. Bonjour Jessica. Bonjour Aurélie, bonjour Emeline. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans l'émission La Voix de Calliope sur le plateau d'Artop TV. Donc sur ton site lathérapiedubonheur.com, il y est inscrit « Faites de vos émotions une force ». Oui, il t'a fallu beaucoup de force. Vers la vingtaine, des souvenirs, ou plutôt des traumatismes, refont surface. Suite à leur résurgence, tu entames une thérapie. De cette épreuve de vie, tu as développé au fil des années une compréhension sensible autour des difficultés liées à nos traumatismes, à nos blocages émotionnels, mais aussi au stress, au burn-out, à l'épuisement et aussi aux pertes de sens, des écueils que tu as rencontrés tout au long de ta carrière. Donc, de nombreux diplômes en poche, dont celui d'ingénieur à l'école spéciale des travaux publics. Tu évolues dans un cabinet d'expertise, puis une grande société, en tant que responsable et directrice immobilière. Des postes à grande responsabilité, où tu es confronté durant une dizaine d'années aux exigences de ce milieu, mais aussi aux tensions et aux limites. Ces expériences, parfois douloureuses, ont nourri ta conviction qu'un accompagnement adapté et humain peut transformer une vie. Donc tu sautes le pas, tu démissionnes et tu reprends tes études. En 2019, tu obtiens ton diplôme de psychopraticienne en dynamique émotionnelle exprimée et plus récemment en 2024, tu deviens également praticienne en hypnose humaine, en hypnothérapie de l'enfance et en thérapie symbolique avancée. Des formations qui t'ont permis d'adopter une approche intégrative et systémique avec des outils et des exercices spécifiques pour accompagner adultes comme enfants et surtout redonner une voix à leurs émotions. Donc Jessica, tu as redonné voix à tes émotions, toi une première fois vers la vingtaine chez un thérapeute et aujourd'hui devant la caméra pour nous parler de ce que tu as subi lorsque tu n'étais qu'une enfant et qui façonne toute ton histoire jusqu'à aujourd'hui, y compris dans ta manière d'écouter les personnes et de les recevoir. Alors, quels souvenirs en fait ressurgissent vers la vingtaine? Merci déjà pour toute cette présentation. Et effectivement, il y a des moments où quand on est jeune, on peut pas tout accueillir, on comprend pas, on n'a pas de sens. Et effectivement, enfant, j'ai été victime d'abus de la part de ma nourrice. Et ta nourrice. De ma nourrice. Et effectivement, j'ai fait une amnésie traumatique et pendant
on va dire, de nombreuses années, une dizaine d'années, les souvenirs étaient complètement absents. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est perturbant. Et au bout de vers la vingtaine, les souvenirs sont revenus et c'est quelque chose qui est particulièrement difficile parce qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est moi qui imagine, dans quelle mesure, quoi, comment, et après tout revient. Mais en même temps, ça a été mon chemin, en tout cas, pour aller vers la thérapie et de me rendre compte et de réaliser que ces blessures, elles peuvent devenir véritablement une force, pouvoir apprendre à écouter et devenir après qui on est. Et ça nous permet, au fur et à mesure, d'arriver à s'aligner et à se connecter à qui on est. Et pour moi, c'était mon chemin. Oui, parce que en préparant l'émission, tu m'as dit que suite à ce trauma, en fait, tu as aperçu qu'aujourd'hui, tu es en capacité de tout entendre. Alors, je sais pas si on peut tout entendre, mais en tout cas, beaucoup de choses, parce que toi-même, tu as eu ce vécu. Je voudrais un petit peu quand même revenir dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps, le cerveau, met tout ça en sourdine. Il n'y a aucun petit symptôme dans ton enfance, dans ton adolescence, qui viennent faire remonter ces souvenirs. Alors c'est difficile après de me voir comment j'étais à l'époque et quels sont peut-être certains signes que j'ai pu effectivement avoir au niveau du corps, de ce qui a pu apparaître, parce que j'avais pas effectivement cette maturité ou cette vision. En tout cas effectivement, notamment ça, mais aussi au travers de toute ma vie, ma carrière, le fait d'avoir toujours été curieuse, toujours cette soif d'apprendre, d'être également femme, mère. Amie, conjointe, tout ça a fait que, et des moments parfois difficiles dans la vie aussi, tout ça m'a nourri et permet aussi aujourd'hui de pouvoir vraiment accueillir et entendre ce que peuvent traverser les gens, et même le fait de travailler, d'avoir pu travailler en entreprise, il y a certains vocabulaires que je peux aussi entendre et de pouvoir arriver aussi à communiquer au mieux, et au travers du ressenti, il y a une parole qui est apportée, qui est posée, et qui doit être reconnu, accueilli et peut-être par moments reformulé. Alors, quel type d'accompagnement, ce que tu fais à l'époque, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup plus en plus de choix, en fait, dans les types de thérapie. À l'époque, comment cela ressurgit? Parce que quand tu dis qu'à un moment donné, tu doutes, je peux comprendre, parce que c'est pas anodin. Ce qui t'est arrivé, c'est avec une femme, une nourrice. On peut aussi remettre en cause à un moment donné ses souvenirs parce qu'ils sortent des sentiers battus. Qu'est-ce qui fait émerger tout ça, en fait, à cette époque-là? Quel type de thérapie? Alors j'ai pu m'intéresser. En fait, j'ai toujours été intéressée par la psychologie, mais dans mon environnement familial, il n'y avait pas de personne qui était trop ouvert là, sur le sujet. Et qu'est-ce qui a fait? C'était au travers notamment de rêves au départ et de certaines sensations au début qui sont venues. Après, je me suis intéressée sur certains livres et vers notamment la dynamique émotionnelle exprimée. Et c'est pour ça que je me suis formée. Mais déjà à la vingtaine, déjà à la vingtaine, c'était cette approche-là. Ça a été, j'ai été attirée vers cette approche parce que j'étais très coupée de mes émotions et jusqu'à même mes 20 ans, on va dire qu'il y avait peut-être 4-5 personnes qui m'avaient vu pleurer. J'étais très très coupée de mes émotions. Ah oui. Et c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, je sentais bien qu'il y avait quelques blocages. Effectivement. Déjà, même toi, tu disais, je pleure pas beaucoup, c'est bizarre. Non, tu disais peut-être pas ça, mais tu sentais un peu un décalage. Je sentais que j'avais un appel. Mais forcément, j'en avais pas conscience. Je ne pouvais pas mettre les mots sur les mots MAUX, bien sûr. Mais effectivement, ça a été un cheminement et un appel que j'ai suivi au fur et à mesure. Tout en ayant aussi une formation au départ, on va dire logico-mathématique, bien, et être dans un cadre sécurisant financier pour moi au départ, avant de vraiment me lancer là-dedans. Donc c'est effectivement ça qui a fait mon chemin là-dedans. Donc d'un point de vue personnel au départ, quand tu as 20 ans, voilà, tu le pratiques de l'autre côté en fait, hein, en tant que patiente. Et voilà, et c'est là que tu découvres en fait la dynamique émotionnelle et le besoin comme de libérer. Et si je résume, en fait, tu rééquilibres tout ça avec un métier, on va y revenir peut-être tout à l'heure, mais plus masculin. Enfin, tu arrives à trouver ton équilibre entre d'un côté une libération émotionnelle et puis de l'autre quelque chose de structuré, tu es dans l'immobilier, donc de très terrestre, de très, c'est ça en fait. Enfin, aujourd'hui, on se pose pas toutes ces questions. Et aussi philosophique et on se pose pas toutes ces questions, mais c'est avec du recul hein, qu'on voit ça. Évidemment, quand on le fait, on
on fait au fur et à mesure. C'est le regard que tu as aujourd'hui où tu mets du sens. Oui, tout à fait. Il y a vraiment un sens et tout ça m'a nourri et je pense que mon accompagnement en est forcément teinté et bien évidemment et enrichi toutes ces expériences. Et j'ai effectivement cet équilibre masculin, féminin qui peut être aussi qui me permet d'écouter, d'entendre, et d'accueillir ce qui est vécu sans aucun jugement. Parce qu'il y a des moments, effectivement, on passe par là. Il n'y a pas de jugement. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Et par moments, on a mis des mécanismes de défense en place. Donc, t'es bien placé pour le savoir. Et heureusement qu'ils étaient là. Parce que t'aurais pas pu affronter ces traumas. Voilà. Et on doit y aller déjà, à notre rythme. Oui. Et, donc, du coup, tu comprends. Et à notre rythme, en fonction de chacun. Et c'est ça. C'est d'être à côté. On fait pas le travail, c'est la personne qui fait le travail et on est à côté. Et c'est beau parce qu'effectivement, tu parlais de sublimation, c'est effectivement ça, c'est d'accompagner dans cette forme d'accouchement aussi de soi-même, c'est magnifique et cette reconnexion à soi. C'est pour ça que c'est le plus beau métier du monde maintenant pour moi. Mais il y a, pour se reconnecter à soi, il y a justement, on va commencer à parler des émotions, à libérer toutes ces couches émotionnelles. Alors, on parle souvent d'émotions positives et d'émotions négatives. Pourtant, de plus en plus de psychologues expliquent que toutes les émotions ont une fonction. Alors, ma première question déjà, qu'est-ce qu'une émotion? Et après, à quoi servent-elles? Alors pour moi, les émotions, c'est une forme d'intelligence du corps et de la psyché. C'est quelque chose, en fait, c'est une sorte d'information qui est donnée. C'est des signaux qui passent par notre corps et qui ont besoin d'être entendus. Ils sont là ils ont une fonction. Et tant qu'ils n'ont pas rempli leur fonction, eh ben, ils restent engrammés, bloqués par endroits. Et ça influence en plus notre façon d'être vis-à-vis des autres, dans notre relation, dans notre réaction et dans notre façon de vivre véritablement. Et le fait à un moment donné de pouvoir enfin les entendre et enfin les écouter véritablement, elles ont rempli leur fonction. Sinon, elles vont taper de plus en plus fort. Par exemple, si on prend les émotions dites négatives, mais t'aimes pas trop ce mot-là. Moi, j'aime pas trop. Alors justement, pourquoi justement? Parce que justement, la tristesse, la colère, non, c'est pas bien. Alors pour moi, c'est des émotions qui sont peut-être désagréables, mais elles sont peut-être désagréables pour nous faire aussi agir, réagir. Heureusement qu'on a peur. Demain, si on devait traverser la rue avec toutes ces voitures et tout ce monde de folie, on serait vite plus de ce monde, justement. Oui, si on n'avait aucune peur, aucune angoisse. Et donc, ça serait compliqué. On a besoin d'avoir cette peur qui nous mobilise, qui, en fait, au niveau du corps, va mobiliser tous nos muscles pour pouvoir réagir face à un danger. Donc, on va avoir notre champ aussi visuel qui va être rétréci et pour pouvoir être dans l'action immédiate, la plus rapide possible face à un danger. Donc heureusement qu'on a cette peur. Par rapport à la colère, c'est souvent parce qu'il y a une limite qui est franchie. Donc on a besoin de dire stop, d'apprendre aussi quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on peut accepter. Ça peut aussi évoluer dans le temps, mais aujourd'hui, à un moment donné, il y a une limite qui est franchie et on a cette colère qui arrive. Et cette tristesse, et souvent la tristesse, c'est après ça dépend des cas, mais souvent il y a parfois un manque. Et c'est aussi, du coup, pourquoi on va ressentir ce manque, c'est qu'il y a eu quelque chose, c'est souvent de l'amour derrière, de l'amour de soi, et à un moment, l'amour d'avoir partagé un bonheur avec d'autres personnes. Et c'est ce qui rappelle dans la tristesse. Et c'est cette sensibilité qui fait qu'on est humain. Et aujourd'hui, cette humanité doit être, on est des êtres merveilleux grâce à notre humanité. Alors, la question finalement, si je résume les émotions, c'est un peu des ouvreuses de portes. Je recevais il y a quelques semaines dans une émission un coach qui s'appelle Aurélien Duarte et qui disait que les émotions, je voulais avoir ton avis là-dessus, c'est un peu comme des nuages, tu vois, faut les laisser, ça nous traverse et elles durent qu'1 minute 30. Donc voilà, elles durent qu'1 minute 30, mais en même temps, si on les regarde pas, elles peuvent revenir comme ça en boucle 1 minute 30 régulièrement. Toi, il y a ce truc-là qui dit laisser traverser, ça dure pas longtemps. Oui. C'est vrai? Alors oui, il y a des émotions, effectivement, elles vont être là d'un coup, nous mobiliser, et si on s'est entendu, elles vont passer. Après, elles peuvent rester enquistées, on peut aussi se forcer à rien sentir, mais en même temps, on se prive aussi de
toutes nos émotions. Donc il y a un moment où on va se forcer à pas voir, pas ressentir. Et il y a un moment, ça va rester bloqué. Et c'est pour ça qu'on développe de nombreuses maladies d'aujourd'hui qui sont liées au stress, à l'anxiété. Et l'anxiété, c'est souvent à force de pas avoir vu certaines peurs qui vont se transformer en des anxiétés surtout. Et on ne sait même plus de quoi on a peur. Donc ça va être une transformation de la peur. Mais à la base, c'est bien une peur qui a été non entendue ou non accueillie et non, on va dire, on n'a pas pu y faire quelque chose à un moment donné. Donc elle reste tant qu'elle n'a pas entendu. Et c'est comme si effectivement tu disais un petit peu cette image où on frappe à la porte, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Ouais. Et il y a un moment, on veut pas écouter. Il y a un moment, ça se réveille quand même. C'est un petit peu comme si on se blesse sur, j'en sais rien, même sur un doigt. Il y a un moment, on a une ouverture. On n'y fait rien, on voit rien, et puis on veut pas le voir. On met un pansement, ça continue de saigner ou autre. Il y a un moment, ça va peut-être arrêter de saigner. On y met un coup, mais en même temps, à chaque fois qu'on va y toucher, ça fait mal. Mais on veut pas voir, donc on en remet une couche et un autre pansement par-dessus. On veut pas voir. Et il y a un moment, ça peut même s'infecter. Voilà, voire pire. Et gangréné. Non, mais c'est l'image qu'on a, mais c'est une belle image que tu prends. Mais effectivement, il y a un moment, faut prendre le courage de le retirer, de regarder dedans, désinfecter. Oui, ça peut faire mal, oui. Et c'est en rentrant dedans d'un accompagnement qui fait qu'il y a un moment, ça peut se guérir. Ouais. Et on peut guérir de nos blessures. Un jour, ça restera peut-être des cicatrices, mais ça nous empêchera pas de vivre. Oui. Et ça fera partie de nos histoires. Et au contraire, ça pourra vraiment être une force en plus. Et c'est là où il y a une sublimation. Et être accompagné, oui, ça aide. Oui, bien sûr. Alors, moi, je me dis, tiens, oui, bien sûr, il faut libérer ses émotions, mais ce que j'appelle la psychothérapie classique par la parole, c'est déjà une démarche pour libérer les émotions. Qu'est-ce que toi, concrètement, tu proposes en fait comme outil pour aider, parce que tu es psychopraticienne en dynamique émotionnelle. Donc, concrètement, ça signifie quoi en fait? Comment tu accompagnes? Parce que dynamique, on sent en mouvement, c'est ça. Oui. Donc libération. Mais en fait, un moment où l'émotion est entendue, reconnue, il y a cette libération qui se fait. Donc on remet de la circulation dans les émotions. Et il y a effectivement de nombreux outils. Oui. Tu peux peut-être différentes méthodes concrètes. Et par exemple, effectivement, ce qui est le plus parlant, c'est effectivement notamment d'utiliser des mantras, c'est de répéter certaines phrases, on va dire, qui vont être choisies par rapport au vécu, et le fait de répéter cette phrase, ça va générer une sorte de surchauffe émotionnelle. Et en fait, ça va permettre justement de plonger dans l'émotion, de pouvoir pleinement la ressentir, et pouvoir après d'y aller. Voilà. Et une fois qu'elle est pleinement ressentie, et exprimer à un tiers. Oui. Aussi, neutre et ça permet, et qu'il accueille vraiment. Oui. Il y a ce côté non jugeant mais bienveillant qui va apporter ce cadre où l'émotion peut être accueillie dans un cadre sécurisé avec son jugement. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir libérer au moins en tout cas une première couche. Effectivement, un peu comme l'oignon. Ouais. Où on prend une première couche et puis derrière il y en a d'autres. Et on y va et on fait notre chemin au fur et à mesure. Alors, tu parlais de mantras, il y a d'autres petits outils comme ça que tu pourrais citer justement pour accompagner à libérer, pour comprendre justement en quoi consiste ta spécificité de psychopraticienne. Alors en plus, tu as d'autres diplômes, donc c'est aussi pour ça que je pense que tu en as une palette, mais 2-3 exemples qui pourraient parler. Après, ça dépend un petit peu des différents cas et en fonction des âges aussi. C'est vrai que j'utilise beaucoup des métaphores parce que ça parle beaucoup et il y a un moment, il y a une sorte de petite mise à distance également qui peut être faite, et notamment avec les enfants et avec l'hypnose humaniste, c'est quelque chose qui. Alors qu'est-ce que l'hypnose humaniste, si tu arrivais à résumer, c'est ce qu'on appelle l'hypnose classique ou humaniste? Elle est moins classique que ce que je crois. Elle est moins. Alors souvent on fait une distinction un petit peu entre l'hypnose ericksonienne ou ça, classique, les deux. qui effectivement où on va avoir une dissociation entre le conscient et l'inconscient. Oui. Et l'hypnose humaniste où on va avoir une augmentation de conscience, où on va être tu augmentes l'intensité de l'expérience, exactement, du souvenir. où du coup on va dire être en
pleine conscience. Et donc, on travaille beaucoup sur les symboles, beaucoup sur les archétypes, et c'est un moyen, au travers notamment aussi des métaphores. Les deux fonctionnent très bien. Après, moi, c'est mon choix parce que ça me correspond mieux. Les métaphores. Et cet accompagnement où il n'y a pas de dissociation et au contraire, la personne est pleinement là, est pleinement actrice de ce cheminement. Donc il y a quelque chose d'aller revivre ce trauma et l'émotion pour la faire ressortir, mais accompagner et guider, d'où l'importance, parce que si on augmente l'intensité, l'accompagnement est indispensable. Et oui, effectivement. Ah, ok. Primordial. Bon, très bien. Et il y a aussi effectivement dans les spécificités, le groupe. Parce qu'effectivement, le groupe est quelque chose qui. Alors, on va y revenir tout à l'heure, justement. Très, très intéressant. Ouais, sur les outils qui peuvent se faire par rapport à ça. Alors, on va continuer, mais alors, pour l'instant, nous parlons du pouvoir des émotions, mais quel est le pouvoir du son? Oui, le son nous traverse, mais de quelle manière peut-il apaiser et rééquilibrer ou réveiller notre corps et notre état intérieur? Bienvenue dans la chronique Voyage sonore avec Emeline. Bonjour Emeline. Donc après une licence en ethnomusicologie, tu as évolué dans le milieu de la musique et de la production avec la tournée d'artistes et l'organisation de festivals autour des musiques du monde. Aujourd'hui, tu enseignes le yoga et tu proposes des accompagnements en tant que médium énergéticienne. Pour cela, tu peux faire appel aux vibrations sonores d'instruments. Et pour cette première chronique, Emeline, tu vas nous faire découvrir les bols tibétains et leurs bienfaits. Merci, oui, voilà, on va voyager avec les sons. Avant de commencer, du coup, un petit topo quand même sur le son, parce que qu'est-ce qui se passe quand on entend quand même un son dans notre cerveau, dans notre corps? Déjà, le son, c'est une forme d'énergie qui va se propager par le biais de l'air, de l'eau, des cellules du corps, et ensuite qui est transformé du coup en signaux électriques, en fait. Donc, quand le son arrive dans l'oreille humaine, c'est converti en signaux électriques et transmis au cerveau ensuite. Bon là, je fais un raccourci de tout le processus. Bien sûr, oui. Par notre système nerveux auditif, qui envoie l'info au cerveau, et le cerveau, lui, va analyser est-ce que ce son est agréable, désagréable, dangereux, je connais pas, et envoie ensuite l'info dans le corps, forcément, pour savoir comment est-ce qu'on doit réagir. Tout un circuit. Donc c'est tout un circuit, et on sait, là c'est prouvé scientifiquement, que tout ce qui va être des sons plutôt doux, relaxants, si vous écoutez de la musique douce, logiquement la pression artérielle va diminuer, le rythme cardiaque diminue aussi, les muscles vont se détendre, et puis on produit moins de cortisol, la fameuse hormone du stress, n'est-ce pas, qu'on a un peu trop en excès. Et à l'inverse, si on a un son qui est strident, si vous êtes à côté d'une alarme, qu'est-ce qui se passe? Augmentation du cortisol, le rythme cardiaque, on le sent, augmente, la pression artérielle aussi, et nos muscles, justement, on parlait de la peur, c'est pareil, ça envoie un signal de danger, donc de peur, donc on va se contracter, justement. Donc il y a aussi un lien entre le son et les émotions, c'est clair. Les bols tibétains, eux, leur bienfait premier, c'est vraiment le côté détente, relaxation. C'est souvent les instruments, quand on parle de vibration, qu'on va écouter en premier. C'est les plus faciles. Oui. Voilà. Les plus doux. Donc, ils vont agir, en fait, sur le corps, au niveau de tout ce qui est détente musculaire, articulation, douleur aussi. Ah, d'accord. En fait, ils agissent sur 3 niveaux. Physique, mental, émotionnel. Mental, parce que du coup, ça va avoir tendance à calmer nos pensées. Voilà, on va se concentrer aussi sur un son. Oui. Donc, on va arrêter de penser à plein de choses. Et puis, émotionnel, parce que du coup, on va se retrouver avec des pensées plus positives, donc des émotions qui vont être plus agréables aussi. Voilà, un bien-être émotionnel, on va dire. Il n'y a pas beaucoup après d'études scientifiques vraiment sur les bols. Enfin, il y en a quelques-unes. Il y en a eu beaucoup sur l'eau d'ailleurs. Oui. Voilà. Mais sur les bienfaits en thérapie, il y en a, mais j'en ai trouvé une ou deux, dont une étude israélienne qui avait été faite en 2004 dans un hôpital psychiatrique. Donc là, c'est intéressant parce que c'est en psychiatrie. Et ils avaient noté que l'utilisation des bols baissait vraiment le taux d'anxiété de leurs patients. Il y avait une stabilisation aussi au niveau des émotions, des pensées plus positives justement.
et puis que ça favorisait beaucoup tout ce qui est proprioception. Donc le fait d'arriver à comprendre un peu justement notre corps, les limites de notre corps, l'équilibre, donc là une meilleure conscience du corps en fait. Donc ça c'est assez intéressant, mais oui. Ça manque quand même d'études. Ouais, il en faudrait pousser. Voilà. En attendant, bon, on sait que ça fait du bien quand même. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle les bols? Alors on les appelle bols tibétains ou bols chantants. Bols tibétains parce qu'en fait à la base ils viennent du bouddhisme tibétain. Donc c'est quand même des instruments qui sont plutôt religieux, qui sont utilisés dans les temples bouddhistes, dans les cérémonies, dans les méditations, religieuses, mais aussi pour manger. Voilà, parce que c'est pas que des bols très pour pragmatique. Faire, on peut aussi c'est un saladier, c'est pratique. Voilà. Ouais. Remarque, ce sont des beaux saladiers. Voilà, c'est des beaux saladiers. Alors je sais pas si dans les saladiers qu'ils utilisent, il y a tous les métaux qu'on va voir, mais en tout cas, c'est l'engouement en fait de l'Occident qui fait que du coup ils se sont mis à en fabriquer beaucoup plus. Et d'ailleurs, tibétains, en fait, ils sont pas faits au Tibet, hein. Ils sont faits en Népal et en Inde. Tous ceux qu'on achète en Occident sont plus vraiment fabriqués au Tibet directement. D'accord. Voilà, et voire en Chine, mais il faut pas acheter ceux en Chine parce qu'il n'y a pas le même savoir-faire, il n'y a pas les mêmes nombres de métaux en fait. Alors tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Voilà, parce qu'en fait ça c'est fait à la main. Bon là on voit pas très bien, mais chaque bol est vraiment tourné à la main, ce qui fait que aucun bol n'est parfait, heureusement. Comme voilà, c'est frappé en fait, c'est ça, frappé à la main. Bon, nous on n'est pas fin, j'espère. Hein. Mais frappé à la main. Non, on n'est pas frappé, heureusement, mais on voit que c'est normalement. Il y a des irrégularités. Oui, tout à fait. Et la tradition veut qu'il y ait 7 métaux, en fait, en lien avec les 7 planètes. Donc, il y a du plomb pour Saturne. Oui. Du cuivre pour Vénus. Du fer en lien avec la planète Mars. L'or pour le Soleil. Et l'argent pour la Lune. Ça, c'est plus facile. Mercure pour Mercure. Facile aussi. Et j'ai oublié, l'étain pour Jupiter. Voilà. D'accord. Et c'est intéressant parce que c'est aussi des métaux qu'on a dans notre corps. Alors bon, certains qu'on n'aimerait pas avoir, le plomb, le mercure. Plomb, mercure, ça fait partie des métaux lourds. Malheureusement, on n'a pas envie d'en avoir beaucoup, mais on en a quand même, malheureusement. Des fois, donc tout en petite quantité. Il y a une résonance... Quand même, cuivre. Oui. Vous connaissez les complexes cuivre, or, argent. Oui, c'est vrai. On en a dans notre corps. Du fer, bon, ça on le sait. Mais oui. Après l'étain peut-être moins, mais En tout cas, il y a quand même des résonances directes avec quelque chose qui est très organique finalement. Oui, c'est bien de le souligner. Donc ça, c'est assez intéressant aussi si on reste sur quelque chose de pragmatique. Après, on va avoir plein de formes de bols, plein de variétés. Là, j'en ai pris juste 3 pour vous montrer un peu différentes tonalités, sachant que quand on parle de bol, on parle de fréquence, donc on va parler en hertz. On parle aussi en notes. Souvent, on associe au chakra parce que c'est un peu plus facile. On dit ça c'est un la, ça c'est un do en lien avec les chakras plus ou moins. Mais en fait, c'est la note fondamentale ou la fréquence fondamentale. Mais un bol, il a plein de notes, il a plein d'harmonies, plein de notes intermédiaires et plein de fréquences intermédiaires en fait. Donc c'est un peu comme si on essayait de trouver la fréquence qui le caractérise le plus. Mais je peux passer, c'est comme si je dépliais vraiment en éventail en fait. Parce que les bols, on peut soit les frapper, on dit aussi frapper les bols, ou les taper, mais pas très doux, mais bon. Donc là, ça va faire un son qui résonne. Oui. Si je les frappe, ça. Mais donc déjà pas le même son du tout. Et puis si je les frappe avec cette maillotche-là ou celle-là, ça va du tout le même son. Déjà. Donc il y a aussi comment est-ce qu'on le frappe et ensuite comment on va le faire chanter. Et chaque bol va à un nom, à un ton, je veux dire plus masculin, ce qu'on appelle le yang, donc plus grave. Et puis une note la plus aiguë, son yin, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a en fait une comme en accordéon. D'accord. Plein de sons possibles. Du coup, on peut faire une petite démonstration. Oui. Alors, on va faire qu'on entendra bien. Oui. Faire chanter le gros bol. On va même les prendre là. Mais vous pouvez fermer un peu les yeux, même si vous écoutez, c'est aussi agréable. Parce qu'on entend mieux avec... Celui-là, c'est un bol qui travaille sur l'ancrage, vraiment le côté, ce qu'on appelle du 396 Hz en dominance, ou le Do en note, qui est le chakra racine, donc vraiment des sons qui vont nous ancrer. Terrestre. Voilà. Ouais. Et
Celui-là va être intermédiaire, donc plutôt au chakra du plexus. Donc on est plutôt sur des Plexus solaire. Voilà, plexus solaire. Voilà. Alors en général, parce que du coup c'est pareil, hein, ça fait couvre des zones plus précises. Mais bon. Donc c'est plutôt un mi. Plus aigu que l'autre. Oui, mais, oui, oui. C'est quand même assez grave. Tout doucement. Et le dernier, c'est plutôt un chakra du cœur. Donc, alors, des fois on dit 432 ou 689 Hz. Enfin bon, des fréquences de guérison. Trop d'accord. Hein. Ah, oui, puis j'allais dire des fréquences de guérison, mais on peut partir du principe que de toute façon, tous nous aident à nous apaiser, donc à nous guérir. Oui, c'est ça. Voilà. Après, c'est un peu, comme on disait, c'est la note de référence. Quoi. Ouais. Celui-là a un son du coup plus aigu. Ouais. Voilà, si vous voulez, on peut faire chanter les trois en même temps. Juste un petit temps, on va même enlever ça. Voilà, tiens, on expérimente en direct. Ok. Même un petit temps, voilà, pour fermer les yeux et juste écouter, tiens, qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Oui. Sans penser à rien. Ça fait du bien aussi de penser à rien. Ah oui, ouais. C'est pas évident parce que ça glisse. Pas comme d'habitude. Voilà. Ces conditions. Oui, pas facile. Donc je te remercie en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Voilà, pour ce premier voyage sonore que tu nous as offert. Voilà. Merci à toi. Bon, voilà qu'on peut aller écouter. Hein. De toute façon, il y a plein de chaînes pour aller. Voilà, toi tu nous as fait une petite démonstration, une petite explication, mais c'est vrai que ça donne envie un peu de plonger dans les bains sonores et de se le laisser porter, comme tu le disais, par les vibrations. Oui, il y a des playlists entières, c'est ça, sur YouTube et Spotify. Et en vrai, c'est mieux, mais on peut aussi en écouter déjà. Enregistré. Écoute, je te remercie, Mine, et puis on peut retrouver tous tes accompagnements et tes stages sur yokini.com. Un grand merci. Donc, alors, on parlait des émotions et de ce que ça pouvait libérer aussi avec les bols tibétains. Alors, les émotions, on est d'accord, c'est pas seulement dans la tête, c'est aussi dans le corps. Il y a la tension, il y a la fatigue, il y a les douleurs. Quel est ce lien justement entre le corps et les émotions Est-ce que le corps va être le premier messager finalement de l'émotion? Oui, parce qu'on sait déjà qu'il y a énormément d'hormones qui sont déjà en jeu, qui vont être sécrétées pour pouvoir justement mobiliser, qui ont différentes fonctions, notamment au travers de la peur, on avait évoqué pour pouvoir mobiliser du coup les muscles pour pouvoir éventuellement s'échapper. Donc il y a un moment, il faut que le corps réagisse vite. Donc il y a plein d'hormones qui sont envoyées, le corps qui s'affole, la respiration aussi, pour pouvoir justement envoyer tout cet afflux sanguin et pour pouvoir se mobiliser. Donc effectivement, il y a un moment, si on ne réagit pas, donc on va
tout emmagasiné à l'intérieur et il n'y a pas de libération, ça va pas être évacué. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, de temps en temps, même, on peut dire quand on a une grosse colère ou des grosses émotions intenses, de pouvoir, ce qui peut aussi aider un petit peu à redescendre, ça peut aussi être faire une activité physique juste après. Ou pouvoir réguler avec la respiration. Donc il peut y avoir aussi différents exercices pour C'est ce être que tu aussi proposes, là-dedans. toi, notamment des exercices respiratoires. Ça peut effectivement. Il y a des moments où des gens, en fait, je me rends compte, certaines personnes n'arrivent pas à respirer ou respirent complètement, alors soit ici, Ouais. voire on se demande si Elle ne respire si pas c'est juste là. Ah oui. Exactement. Et il y a des moments de pouvoir justement réapprendre à tout simplement Ah. respirer, de se dire qu'on peut respirer bizarrement par le ventre. Et oui, si, c'est possible. Et de se dire qu'effectivement de pouvoir justement réouvrir et de respirer. Et c'est une façon aussi de pouvoir plonger à l'intérieur de soi et pouvoir respirer pleinement. Et l'exercice, par exemple, de respiration, c'est quelque chose qui, en fonction des gens, encore une fois, Bien sûr. peut être très très utile. Et effectivement, on le sait aussi que on peut même, au travers de la respiration, faire des marches même méditatives en calant sa respiration sur un certain rythme. Et ça, c'est ça qui est génial. Donc, on est dans un corps, on est incarné, et tout ça, effectivement, se parle et se fait écho, en quelque sorte. Ouais, ça aide à réguler aussi les émotions, en fait. Alors, à réguler les émotions, et puis en même temps, les exercices de respiration, tu le disais, peuvent amener à les plonger au cœur, parce que de toute façon, à un moment donné, on n'y coupe pas. Surtout si on fait un accompagnement avec toi, l'idée justement, c'est pas d'aller mettre les émotions sous le tapis, c'est bien d'aller les faire remonter à la surface. Oui, mais le but c'est pas d'y aller pour se faire mal et puis c'est tout. Mais il y a un moment, Faut y aller quand même. effectivement, ben pour en sortir, faut y rentrer. Et donc il y a des fois, c'est voilà, il faut y aller, il faut aller Ouais. voir. Et on est nourri. C'est vraiment quelque chose qui vraiment nous apporte beaucoup. Ah bon? Donc de pouvoir s'accueillir pleinement au travers de tout ce qu'on a pu vivre. Ça soulage? Ça soulage et ça nourrit. Ça vraiment, ça en devient une véritable force, que ce soit au travers des métiers, au travers de notre relation aux autres. C'est vraiment une force. Toi, en tout cas, avec ta vie, ton parcours, c'est ce que tu en retiens aujourd'hui, en fait, de cette épreuve. Tu en as fait des forces. Exactement. Il y a des moments, même au niveau de la dépression, ou certaines personnes qui vivent des burn-out, tout ce genre de choses. L'impression, c'est d'avoir, au fur et à mesure, de devenir dans une impasse. C'est qu'il y a un moment, le champ visuel il se rétrécit, on a l'impression de plus savoir rien faire et on arrive dans une impasse. Il n'y a plus rien et par moment, la seule solution, c'est de se dire ça fait trop mal, je veux que ça s'arrête. Et puis parce qu'on ne voit plus rien d'autre. Et donc il y a un moment de pouvoir se faire accompagner, de se dire ok, il y a des choses, oui, c'est dur, oui, il y a des moments c'est difficile, et de pouvoir au fur et à mesure d'accueillir ça. Ça fait de l'espace, ça permet de recirculer et de pouvoir après voir d'autres choses possibles. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien aussi cette image d'ouvrir des portes, parce que c'est une autre façon de se dire ok, il n'y a pas que ça passe. Et là, il y a un moment où c'est dur, on est mis dedans et on est dans une impasse. Mais c'est pas une fatalité, et l'impasse c'est quelque part une illusion, mais dans lequel on est en plein dedans. Et mais si on sort pas de cette impasse, après, on peut pas, comme tu dis, remettre du mouvement pour aller vers autre chose de plus, voilà, qui va venir circuler, des opportunités. On est incapable de les voir. On est oui, bloqué. il y a un moment, on est obligé de mettre la lumière pour pouvoir y faire son égale aussi. blocage, en fait. Impasse pour dire un blocage émotionnel. Hein. Enfin, c'est ta Exactement. métaphore à toi Exactement. pour parler de ça. Alors justement, tout à l'heure, tu évoquais la force du groupe. Tu fais des accompagnements en individuel, en groupe. Tu remarques qu'il y a quelque chose qui se passe d'assez fort et puissant en groupe. Oui. Et pourquoi? Alors effectivement, tout le monde n'ose pas parce que on préfère un accompagnement individuel parce que déjà d'aller voir quelqu'un pour se faire aider psychologiquement, on se dit oh non mais je suis pas folle ou je suis pas fou. Et surtout pour les hommes, c'est surtout quelque chose. Oui non, on s'autorise pas. Ouais. On n'est pas fou, on n'a pas de problème et on va y arriver tout seul. Mais en fait non, c'est bien d'être accompagné. Donc déjà s'autoriser à être dans un accompagnement en individuel, c'est déjà pas simple. Ouais. Et après de se dire, oh, je vais oser faire en groupe, sans compter toute la culpabilité, toute la honte qui peut être générée derrière, c'est difficile. Et en même temps, c'est quelque chose de tellement riche. Et alors pourquoi Parce qu'il y a
ce soutien déjà qui est apporté par le groupe. D'accord. Il y a cette humanité où en fait on va être accueilli, mais pas par une seule personne, c'est par toute l'humanité qui est dans le groupe. Et effectivement, ce que traversent les différentes personnes, il y a des miroirs. Ça fait vraiment des échos en chacun. Et il y a des fois, des gens peuvent s'autoriser à ressentir quelque chose en voyant une personne vivre quelque chose, va être vraiment dans l'empathie pour la personne. Et il y a des fois ne pas s'autoriser pour elle-même. Et au fur et à mesure d'avoir ce miroir, c'est au fur et à mesure aussi de s'autoriser pour soi. Parce que s'accueillir et avoir de l'empathie pour soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est effectivement d'abord penser aussi à soi, pour pouvoir aussi accueillir les autres, parce qu'il faut d'abord s'écouter soi, pour pouvoir aussi pleinement écouter les autres. Donc c'est pas de l'égoïsme, c'est quelque part au contraire nécessaire également. Et ce groupe, c'est quelque chose qui est génial, parce qu'effectivement, il peut y avoir des thèmes régulièrement sur les groupes, parce qu'effectivement avec Alors, ce des jeu de thèmes miroir, pas choisis à la base, mais non, récurrents. parce que ça fait écho. Ah. Un petit peu peut-être comme ces bols où on rentre dans une sorte de bain. Oui. mais effectivement, il peut y avoir des choses forcément qui font écho, et donc on rebondit là-dessus et on va aller un peu plus loin et on travaille. Donc la personne qui va travailler peut-être un peu plus profondément va nous faire aussi travailler plus profondément. Et ça nous permet aussi de faire l'expérience de ne pas être seul, d'être entendu et d'être vraiment avec ce monde. Donc on est vraiment porté, accueilli et vraiment plus seul. Donc là, tout de suite, il y a quelque chose qui s'ouvre. On se sent un peu moins maudit, victime. On se dit, je ne suis pas seule à vivre l'expérience. L'histoire est différente, mais l'émotion, le mal, ce qu'on ressent, ça, c'est identique en fait. Oui, je ne suis pas seule. C'est pas moi qui le mérite. Il n'y a pas quelque chose de fatalité où c'est. Non, et c'est effectivement commun à cette humanité de sentir que bah oui, il y en a d'autres. Il y a une autre société où on est beaucoup individualisé, c'est ce qui nous manque, et c'est aussi tout de suite dès qu'on en fait l'expérience très bénéfique. Alors, est-ce qu'il y a des types, je sais pas comment dire, de profils justement qui vont être plus à même de se tourner vers ce type de thérapie, de dynamique émotionnelle? Alors justement, est-ce que c'est peut-être ceux qui ont plus de mal, comme toi, ça a été le cas, à libérer les émotions, qui justement devraient aller plus Il y a pas forcément de typologie, c'est vraiment chacun. Mais toi, est-ce que tu la vois, la typologie, au niveau de des personnes que tu accompagnes? Au final, non. Parce qu'effectivement, que ce soit des enfants, oui, où il peut y avoir des problématiques au niveau des émotions, mais en fait, les émotions, on en a tous. Oui. Donc au final, peu importe dans nos vies, on est tous baignés dans nos émotions. Est-ce que c'est pas plus utile pour des gens, des personnes très introverties, fermées, d'aller se diriger vers ce type d'accompagnement? Alors effectivement, ça les aide beaucoup parce qu'ils sont très renfermés et ça va les aider. D'autres personnes où il y a plus de facilité, ou du coup, où effectivement ils ont plus accepté leurs émotions. Effectivement, ça va moins libérer d'une certaine manière. Il y a moins de blocage. Donc, ça va être c'est déjà plus fluide. C'est déjà plus fluide. Mais pour les gens qui sont effectivement bloqués, qui n'osent pas, au contraire, c'est ce qui va les aider en fait à être là-dedans. Donc plus on va être quelque part bloqué, plus ça va les aider. Inversement. Donc, même si au départ, ça demande un effort. Oui, au départ, il y a des caps à franchir. Et il y a cette confiance, de toute façon. On fait confiance à son thérapeute et on a besoin de le choisir et d'être bien avec, parce que c'est pas quelque chose d'anodin, et on se laisse à l'aise et on s'autorise, et d'une certaine manière, on s'autorise inconsciemment à lâcher prise, et ça se fait pas en un claquement de doigts. L'inconscient a besoin d'être rassuré, et ça se fait progressivement. Et c'est pour ça que, effectivement, aussi au niveau du groupe, d'autres s'autorisent. Ah oui, et ça fait tel effet, et on voit en même temps que ça peut peut-être être bien pour moi aussi. Et puis au fur et à mesure, on se dit, j'ose. Et puis en même temps, si on osait, de toute façon, au pire, on revient sur les anciens schémas. Il y a aucun problème, on les connaît tellement parfaitement. On peut revenir sur les anciens, mais si on essayait autre chose, et si on s'autorisait. Et donc le fait de s'autoriser petit à petit, c'est comme ça qu'on apprend. Et on le voit bien même avec les enfants, c'est notre façon d'apprendre. C'est ça. Et alors, tu accompagnes des femmes mais aussi des hommes. Tu le disais tout à l'heure. Tu as évolué une grande partie de ta carrière entourée d'hommes. Ça t'a apporté quelque chose justement, cette expérience professionnelle pour aujourd'hui accompagner les hommes
et aussi les femmes, hein, mais pour qui peut-être les blocages émotionnels sont plus importants parce que conditionnés par la société, on le disait tout à l'heure, il y a toujours l'idée pleure pas, sois fort. Oui, effectivement, les hommes, c'est toujours, enfin, on a un peu cette image où on a envie les hommes doivent être durs, forts, doivent être soutien, ils doivent trouver des solutions, ils doivent, euh, effectivement, faire, agir, et on les voit tout de suite dans l'action. Et il y a des moments, ben, on les autorise pas trop aussi à pouvoir se poser et quelque part à accepter et à toucher tout simplement leur sensibilité, leur humanité. Et effectivement, mon vécu, le fait d'avoir travailler en entreprise avec effectivement un milieu très très masculin par moment, je pense qu'il y a quelque chose où je peux les entendre, je peux parler aussi le même langage, le même vocabulaire, je peux me rapprocher aussi, même peut-être aussi même au travers de certaines métaphores pour retrouver des exemples que j'ai pu aussi vivre ou sentir pour pouvoir leur apporter certaines clés. Et donc il y a peut-être ça. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement pour en avoir voilà, côtoyer des choses qui sont plus ou moins. Alors aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus ou moins acceptables. Effectivement, il y a 20 ans, on se dit bon, il y a des choses, des propos qui pouvaient pas être acceptés, mais c'était aussi dans un contexte, dans un environnement. Et je pense pas qu'il y ait de volonté à la base. C'est aussi encore une fois un apprentissage et d'ouvrir et de leur apporter cet endroit pour pouvoir communiquer et oser parler, oser se confier, oser toucher leurs émotions. Effectivement, au début, mais tu sais, parce que tu l'as résistances. Toi aussi, tu l'as dit. C'est pas simple. Mais tu as connu ces résistances, tu sais que le chemin est long et donc tu sais trouver les mots. Tu disais que tu parlais de beaucoup de métaphores. Il y en a une que t'aimes tout particulièrement, une métaphore, je crois, sur le... Ah bah par exemple, oui, le tonneau d'Étienne Jalinck. Mais alors, j'aime beaucoup le tonneau d'Étienne Jalinck. En fait, Étienne Jalinck, c'est le psychiatre qui était, qui en fait la méthode de la dynamique émotionnelle exprimée, c'est lui qui a été, donc c'était dans les années 70. C'est lui qui a créé la. D'accord. Et effectivement, il utilise notamment cette métaphore du tonneau, mais que j'aime beaucoup, donc du coup que je reprends. Et donc, imaginez un tonneau qui est percé au fond et un robinet d'eau. Et ce robinet d'eau représente tout simplement la vie. Et il y a beaucoup de gens qui ont tendance à tout donner, que ce soit leur famille, leur travail, avec toutes ces responsabilités qu'ils peuvent avoir, et ils donnent tout. Donc effectivement, tout part vers l'extérieur. Et effectivement, où il y a un moment, il est percé, donc du coup ils se remplissent pas. À quel moment ils osent s'autoriser pour eux? Et donc si au lieu de se vider comme ça, on s'autorisait à remplir ce tonneau, au final, le flux et le débit de l'eau va devenir comme un débordement naturel. Sauf que le vécu va être totalement différent. Le flux va être le même, le débit va être le même, ce qui va aller donner à l'extérieur va être le même, voire même teinté peut-être aussi par notre expérience, par ce tonneau qu'on aura, et l'eau, comme on le sait, avec toutes les études qu'il y a eu aujourd'hui, on peut les teinter, donc en fait en même temps, on peut les teinter de ce que l'on est. C'est la même chose, mais par contre notre vécu intérieur est totalement différent. Et au lieu de se sentir vidé, on se sent vraiment plein. Alors si je te suis, il y a l'idée à travers ce tonneau d'abord de se remplir. Exactement. D'abord de se remplir soi, et une fois qu'on est rempli, le surplus qui déborde, là on peut l'offrir. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas les mêmes conséquences, parce que nous, on est plein. C'est ça l'idée. Hein. Et en plus, on n'en veut pas à l'autre. Parce que d'une certaine manière... Parce que l'autre n'est pas venu nous vider le tonneau. Il est déjà plein, c'est ça? Il est déjà plein. Et au contraire, du coup, il est dans le don véritable. Ouais, mais le vrai don, on n'est plus dans le sacrifice, c'est ça que tu veux dire. Et on est bien, et on est en harmonie. D'ailleurs, on l'offre sans même s'en rendre compte, qu'on est déjà plein. Ce qui déborde, exactement. Ce qui déborde, déborde. Et au final, ce qui déborde, déborde, et ça reste la même chose qu'on a donné. Ah, oui. Mais on a pris le temps. Mais plus du même endroit. Plus du même endroit. Plus de l'endroit du sacrifice, du don de soi. Donc avec derrière
hein, parce qu'on est tous passés par là, de la rancœur, de la frustration, de la fatigue, de la colère, de la tristesse, bref, tout ça en fait, hein, qui fait que est conditionné par la société, hein, d'abord les autres, se sacrifier, enfin voilà. Et voir d'une certaine manière, même s'il y a pas mal de choses qui sont inconscientes, de chercher un coupable à quelque chose. Et donc il y a un moment où non, il n'y a plus de dette. Il n'y a plus de dette, on s'est rempli et on n'a plus de dette. Et donc toi, l'idée, c'est d'accompagner à bien remplir ce tonneau, qu'il ne soit pas percé et qu'il voilà baigne de toute cette eau pour après la distribuer et comme tu dis, teinter différemment en plus. C'est ça, et c'est pour ça que d'abord soi, c'est pas égoïste, c'est pouvoir remplir ce tonneau. Très belle métaphore. Hein. Puis avoir cette notion de dette et pouvoir voilà déborder vers l'extérieur. Magnifique. Alors oui, c'est beau, je suis d'accord, c'est une belle image. Je pense qu'on pourra tous garder à l'esprit. Tu vois, moi je suis assez d'accord avec toi. Hein, les métaphores sont assez puissantes pour bien que ça s'imprègne en nous et ça c'est plutôt intéressant. Pour terminer, alors tu es la maman de 2 enfants, dont un garçon de 10 ans que j'ai rencontré, petit garçon charmant, et tu m'as confié avoir vu une émission qui t'a particulièrement touchée, le documentaire Éduquons nos fils. Et tu m'as dit ça c'est important. Ça il faut pas l'oublier quand même. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, c'est les garçons souvent, on les encourage à être durs. Alors même s'il y a des parties d'archétypes qu'on peut avoir, et c'est aussi notre inconscient collectif qui encourage ça. Mais aujourd'hui, c'est surtout notre société où on fait porter beaucoup de poids quelque part aussi à ces hommes. Et il y a d'une certaine manière, c'est pas juste. Oui, je suis bien d'accord. On a tous une partie féminine, masculine de toute façon. Oui, mais on a un conditionnement sociétal qui fait que ça peut rajouter. Et c'est difficile, et de se dire il faut être dur, faut être fort, faut pas pleurer. Et beaucoup de contrôle, même si aujourd'hui on est alors tout le monde est dans le contrôle. Donc je dirais pas que c'est masculin. Oui, c'est vrai, tu as raison. On est peut-être même championne nous les femmes hein, dans le contrôle. Hein. Je ne décernerai pas de palme, mais je pense qu'on est tous. Mais oui, et effectivement, ce serait de pouvoir les messages que j'aurais envie de donner et de transmettre à mon fils notamment, et pas que, c'est de pouvoir aussi de s'autoriser. S'autoriser dans sa vulnérabilité, c'est aussi de s'autoriser dans sa créativité, s'autoriser dans son humanité tout simplement. Notre nature profonde, c'est l'amour et c'est le fait de partager. On est des êtres grégaires, on a besoin des autres et il y en a pas un qui doit tout porter inversement, parce que voilà, sinon il y a un déséquilibre. Et c'est ça, c'est de pouvoir voilà, on est tous pleins d'humanité. Juste ouvrons cette porte vers cette humanité. Très bien. Les messages à faire passer, en tout cas, aux générations, voilà, qui nous suivront, enfin, aux générations que tu accompagnes aujourd'hui, et puis à celles d'après. En tout cas, je te remercie pour ce beau message. Vraiment, merci, Jessica. On peut retrouver tout ce que tu proposes, tous tes accompagnements sur lathérapiedubonheur.com. Oui, c'est ça, exactement. Donc, un grand merci, Émiline. Aujourd'hui, alors, on parle beaucoup de tempêtes émotionnelles, comme si certaines émotions nous submergeaient, comme si elles venaient parfois bouleverser l'équilibre que nous essayons de maintenir dans nos vies. Et spontanément, nous avons tendance à les calmer, les contrôler, les faire taire. Pourtant, comme nous venons de l'entendre, nos émotions ne sont pas des perturbations à éliminer, mais des messages à comprendre. La peur peut nous avertir d'un danger, la tristesse peut nous inviter à ralentir et à intégrer une perte, la colère peut nous signaler qu'une limite importante a été franchie. Derrière chaque émotion se cache une information précieuse sur nos besoins les plus profonds. Ces derniers jours, j'ai moi-même senti à quel point les émotions pouvaient être puissantes et libératrices à condition de les observer et de les accueillir. Échanger avec une amie, écrire un mot, recontacter une personne, s'autoriser à pleurer. Ce sont souvent dans les gestes les plus simples qu'une émotion qui était figée, cristallisée dans notre corps, dans notre cœur, trouve sa voie et se remet en mouvement. Notre énergie peut ainsi de nouveau recirculer en nous. Alors l'enjeu n'est pas d'éviter les tempêtes émotionnelles, mais d'apprendre à les traverser. Car en réalité, ce ne sont pas les émotions qui nous égarent. Nous nous égarons nous-mêmes lorsque nous cessons de les écouter. Merci.